chers auditeurs, effectivement, nous vous retrouvons désormais avec Emmanuel Darle pour ce Debout les Français à propos du dossier médical, entretien pour lequel je laisse la main à mon supérieur hiérarchique Richard de Sèze. Et le fait que j'ai étudié le dossier et pas vous n'a absolument rien à voir avec cette passation. Bonjour Emmanuel Darle. Bonjour Richard, bonjour à toute l'équipe. Nous vous avons demandé de nous éclairer sur le DMP, donc le dossier médical personnel, qui est un projet de numérisation des données de santé assez ancien et qui, en théorie, doit permettre à toute la chaîne médicale de concentrer en un seul endroit un dossier personnel l'ensemble des données de santé, c'est-à-dire les examens, les ordonnances, les scans, enfin bref, tout ce que la chaîne de santé produit comme information pour éviter évidemment que ces informations ne se perdent et qu'un même type d'analyse soit demandé 3 fois en un mois par 3 praticiens différents. Mais en fait, le DMP a plusieurs problèmes. Il est lent, il est complexe, il est mal interfacé avec les logiciels professionnels qu'utilisent médecins ou pharmaciens. Et le gouvernement avait eu une idée absolument géniale, faire en sorte d'obliger la chaîne médicale à utiliser le DMP. Donc c'était l'article 31 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la PLFSS. Donc renforcer cette obligation et avec même une obligation de consultation du DMP. Et on allait jusqu'à promettre 10 000 euros d'amende à ceux qui ne le feraient pas. Alors, le Sénat vient de supprimer cet amendement, donc on est tranquille, ça va sans doute être rétabli. Mais est-ce que ce DMP est une bonne idée ou est-ce que le DMP est véritablement la solution numérique au problème de la sécurité sociale? Est-ce que, en fait, cette santé numérique n'est pas riche d'un certain nombre de dangers pour les citoyens? Alors merci pour votre question. Alors effectivement, je pense que d'abord derrière ce DMP se pose le problème du consentement, puisque finalement ce n'est plus le patient qui donne son consentement pour que ces données soient centralisées, mais c'est le professionnel. Et puis derrière se pose également le pouvoir en fait qui est transféré vers l'administration et non le soin. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est le risque inhérent finalement d'une fuite de données. Je rappelle à titre d'exemple qu'en 2021, on a eu 491 000 dossiers patients qui se sont en fait retrouvés sur le dark web, donc sans forcément énormément de méthodes de hacking réalisées par la personne en question, extrêmement sophistiquées. Il y avait une faille au niveau du système, et puis on a eu comme ça les données patients de 30 laboratoires répartis à travers différents départements, le Finistère, etc., qui se sont retrouvés sur Internet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière ce DMP se cache en sous-marin le Health Data Hub, donc c'est l'espace numérique européen sur les données de santé, dont les services sont assurés par Microsoft Azure. C'est-à-dire qu'on a une remontée des données qui passe par les clouds de Microsoft. Donc ça peut évidemment être posé problème sur le plan de la souveraineté numérique. Est-ce que finalement les citoyens consentent à ce que leurs données soient cooptées par des majors de la tech qui peuvent derrière les revendre à des cabinets, des cabinets d'assurance ou, ou d'autres services? Alors, vous avez dit tout à l'heure le mot consentement, et effectivement, c'est l'un des soucis majeurs de la philosophie administrative de ce dossier médical personnel. On se retrouve avec le patient dont le consentement n'est jamais sollicité pour que les données soient versées dans son dossier, et le fait que le patient lui-même ne peut absolument pas supprimer les documents de son dossier. Autrement dit, c'est l'administration ou le personnel médical qui a entièrement la main sur ma vie sanitaire numérique. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment un grave problème. Et puis derrière se pose aussi la question du droit à l'oubli. C'est-à-dire que, par exemple, un gastro-entérologue va accéder aux problèmes psychologiques qu'a pu avoir un patient il y a 40 ans, à titre d'exemple. Donc, ça pose... en fait, derrière cette initiative du DMP, on voit qu'on essaye de mettre des bouts de scotch à un système de santé qui est déjà complètement à bout de souffle.
C'est comme si on essayait d'accrocher une étagère avec du scotch. Ça marche pas. Le véritable problème, il est structurel. Le véritable problème, d'abord, on a beaucoup parlé de l'AME, on a beaucoup parlé aussi des cartes vitales. On a 2 millions de cartes vitales qui sont comme ça, de fausses cartes vitales qui sont en libre circulation. Ça, finalement, il y a aucun article qui qui sont en adresse ces libre problèmes. circulation et qui, du coup, entraînent des remboursements indus. Je veux dire, cette carte vitale qui ne correspond à aucun patient réel correspond en fait à un fraudeur très réel. Complètement. Et ça, c'est un véritable problème structurel. Est-ce qu'il y a un article dans ce projet de loi de finances qui fait justement la chasse à ces problèmes-là, à ces 2 millions de cartes vitales, à cette aide médicale d'État et non d'urgence destinée en fait à des clandestins qui sont sur notre sol de façon totalement illégale? Est-ce qu'il y a un moindre article? La réponse est non. Et finalement, on vient avec des mesures coercitives contraindre finalement le patient à, finalement à mettre toutes ces données de santé dans un même espace, sans, promouvoir son propre consentement, sans assurer son propre consentement, pardon, mais surtout derrière avec une fuite potentielle de toutes ces données. Hier, on n'a pas en 2021, on parlait de 491 000 dossiers qui se sont échappés. Demain, ça sera potentiellement 68 millions. Et ça, c'est une réalité, en fait, c'est factuel. Surtout que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucun système n'est inviolable et que la centralisation aggrave justement le risque. Et Alors, on en est là. cette centralisation aggrave le risque, mais une fois de plus, elle pose en principe que les patients sont des enfants et qu'on n'a pas besoin de leur demander leur consentement parce qu'ils sont ou trop bêtes, ou trop négligents, ou menteurs. Et donc, je suis, en tant que patient, vraiment comme un enfant dans les mains de ses parents. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui décide. Si l'État veut conserver mes données, il les conserve. Si l'État veut archiver mes données, il les conserve. Si l'État veut faire quoi que ce soit avec mes données de santé, c'est lui qui a la main et ce n'est pas moi. Donc voilà, le citoyen, une fois de plus, avec ce DMP, est réduit à une espèce de pupille de la nation. Il est mis sous tutelle par l'État. Et en plus, le gouvernement maintenant exige, ou aurait aimé exiger, avec cette astreinte financière donc prévue par les articles de la PLFSS, que les professionnels de santé contribuent en fait à cette infantilisation du citoyen. Oui, et si demain l'État veut revendre les données de santé, il le pourra aussi. Parce que rien ne garantit que ça n'arrivera pas. On est aujourd'hui dans une espèce de logique capitaliste où, comme vous l'avez souligné, Richard, où on infantilise finalement les enfants, on infantilise, pardon, les citoyens, on les prend pour des enfants et on n'adresse pas les vrais problèmes qui sont structurels et systémiques. Il n'y a aucune lutte, comme je l'ai souligné, contre les cartes vitales, contre la ME, etc. Et on essaye de raccrocher quelque chose en, voilà, de contraindre finalement les citoyens dans leur propre souveraineté pour voilà, à chaque fois les emprisonner. C'est assez systématique de notre époque finalement, où il y a une fuite en avant de ce gouvernement. On l'a vu hier pendant la crise Covid avec, voilà, on va vous expliquer comment mettre un masque, parce que les citoyens sont trop bêtes pour savoir mettre un masque. Sibeth Demain, Diaye était censée voilà. être. Elle-même disait qu'elle était trop idiote pour être capable de mettre un masque, mais Ah, c'est normal, c'était une ministre de Macron. On peut concevoir qu'elle se sentait idiote. Mais évidemment, nous, en revanche, qui n'étions pas ministre de Macron, on était capable de le mettre. oui, voilà. Oui, oui, elle savait pas où mettre le masque. Bon, je suis assez, c'est assez étonnant. Donc, penser que, voilà, les citoyens ne sont pas capables, par exemple, de centraliser eux-mêmes leurs examens médicaux, etc., c'est complètement ubuesque. Et puis derrière, ça pose vraiment la question, par exemple, par rapport aux médicaments. C'est-à-dire que, il y a aussi une atteinte par rapport à la liberté de prescription des médecins. Si par exemple, un médecin choisit de prescrire tel et tel, médicament et cetera, un de ses confrères pourra voir la prescription de l'autre médecin, pourra par exemple, je sais pas, causer des problèmes auprès du conseil de l'ordre s'il estime que finalement, le médicament qu'il a prescrit, est, par exemple contraire à une certaine propagande gouvernementale.
tout ça, ce sont des mesures, excusez-moi, des mesures de flicage, finalement. On en est toujours là. Heu, Aujourd'hui, ce sont nos données de santé. Demain, ce seront nos messages privés, les messages envoyés à tonton Michel pour Noël, et cetera, à travers Chat Control, qui revient sur le devant de la scène, encore une fois. Heu, on est dans une espèce voilà, d'époque extrêmement orwellienne et on essaye de raccrocher finalement, on essaye de mettre du scotch sur des problèmes structurels et systémiques, là où il faudrait vraiment, en fait, je pense, une tronçonneuse à la Millet. À la Ravière. J'ai le plaisir de recevoir Emmanuelle Darle, enseignante-chercheuse spécialisée dans les modélisations et simulations informatiques, pour parler du problème du DMP. Tout à l'heure, Alexandre de Galzin recevra Régis Le Sommier pour parler de la réactivation du service militaire. Emmanuelle Darle, on a vu à travers l'exemple de ce DMP et de la volonté farouche du gouvernement de contraindre tout le monde à s'en occuper que, en fait, le gouvernement considère que le citoyen est incapable et que c'est le gouvernement qui sait. Et vous avez souligné cette contradiction. Moins le gouvernement est capable, plus il dépense, moins les services publics sont assurés, plus il entend enrégimenter numériquement l'ensemble des Français. C'est-à-dire on a véritablement maintenant une espèce de centralisation de données terrifiante dans des bases de données qui sont de plus en plus interconnectées et avec des députés qui disent mais au fait pourquoi est-ce qu'on lâcherait pas une petite intelligence artificielle dans les bases de données pour faire en sorte de déterminer les profils à risque et donc faire en sorte que ces données de santé nous permettent de profiler les populations à risque. Et bon, on va finir par arriver au fait que un jour, les thanatologues du gouvernement finiront par les toquer à notre porte en nous expliquant qu'il est bon qu'on aille se faire euthanasier parce que l'intelligence artificielle a décidé qu'on avait un profil de risque. Tout à fait, c'est ce que j'expose en fait dans mon livre IA illusion d'avenir, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de scoring, une logique finalement de profiling où on essaye d'anticiper l'avenir par rapport en fait au présent et par rapport aux données de chaque citoyen. Le moi devient score et derrière ça se cache évidemment la réduction de la complexité de l'être humain à un ensemble de data. Ça, c'est une logique profonde, hein, qui est présente dans l'idéologie du transhumanisme, qui est portée d'ailleurs par les élites qui sont proches d'Emmanuel Macron. Je pense par exemple à Jacques Attali. Hem, c'est, extrêmement, je vois que c'est extrême. On va vers une époque finalement où, le moindre risque doit être anticipé et vous l'avez souligné, l'euthanasie. C'est-à-dire que finalement, si demain, on estime qu'un être humain, risque de développer un cancer ou une maladie grave, ce sera peut-être, la la société ira juger qu'il est préférable que cette personne soit euthanasiée parce qu'elle risque de coûter trop cher. Ça, je crois qu'on est, alors ça reste bien sûr des hypothèses, mais dans cette conjoncture, assez troublante, je pense que, ça peut être une hypothèse viable en tout cas. Envisager le pire, effectivement, paraît toujours certain avec Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Emmanuelle Darle, de nous avoir éclairé sur les dangers du DMP. Et bien sûr, vous restez notre vigie permanente sur ce front numérique qui est la manière la plus insidieuse qu'a l'État de nous enrégimenter. Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke.